Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le Premier ministre désigné Saad Hariri achève ses consultations parlementaires non contraignantes en vue de former un nouveau gouvernement. L'atmosphère semble positive, se félicite le Hezbollah. L'opération de reconquête de Mossoul est plus compliquée qu'escomptée par l'armée irakienne qui fait face de son propre aveu à la résistance féroce des combattants du groupe État islamique. Et aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux candidats à l'élection présidentielle du 8 novembre. Vous le voyez, Hillary Clinton multiplie les déplacements et à Cleveland, elle a fait une apparition aux côtés du couple le plus influent d'Amérique, Beyoncé et Jay-Z. Je vous le disais en titre, le Premier ministre désigné Saad Hariri a achevé ce samedi ses consultations parlementaires non contraignantes en vue de former un nouveau gouvernement. De 11h à 13h30, les députés ont défilé au siège du Parlement pour la seconde journée consécutive afin de s'entretenir avec Saad Hariri et faire part de leurs requêtes. À l'issue des consultations, le Premier ministre désigné a annoncé qu'il allait en faire part donc au président de la République, Michel Aoun, et il s'est montré donc très positif quant à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Hariri a également affirmé que la coopération entre le président de la Chambre, Nabi Berri, et lui se poursuivait. Concernant les demandes des députés, Hariri a indiqué que nombreux sont donc ces partis qui ont demandé des portefeuilles régaliens. Saad Hariri est attendu au palais de Baabda dans les prochaines heures. Les députés du Hezbollah ont salué la proposition que le gouvernement soit d'union nationale et rassemble toutes les composantes au Liban, sans exception. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Rad, qui s'est exprimé au nom de son bloc. Pour le député chiite, le gouvernement devra en priorité s'occuper des besoins quotidiens de la population, de la situation sécuritaire et donc mise au point d'une nouvelle loi électorale qui assure une représentation juste de tous les Libanais. Dans le reste de l'actualité, l'opération de reconquête de Mossoul est plus compliquée qu'escomptée pour l'armée irakienne. Elle doit faire face de son propre aveu à la résistance féroce des combattants du groupe État islamique. Certaines troupes ont été prises à revers par les djihadistes. D'autres ont dû se replier face à une opposition plus importante qu'attendue et à des barrages dans toutes les rues, notamment dans la partie est de Mossoul. David Gilbert. Voilà 3 jours que les forces spéciales irakiennes progressent à l'intérieur même de Mossoul. Maison après maison, quartier après quartier, en tâchant d'éviter les pièges pouvant se trouver sur leur chemin. La bataille est très dure contre les combattants du groupe État islamique, car ils se cachent avec des familles. Nous avons libéré certaines d'entre elles, utilisées comme boucliers humains. Si ceux-là ont progressé vers le nord-est de la ville et le quartier de Zahara, d'autres soldats irakiens ont avancé plus directement vers le centre. Et à Karama, les commandos qui avaient pris position depuis plusieurs jours font face à d'intenses combats avec un nombre important de membres du groupe État islamique. Légèrement plus au sud, la zone semblait hier aux mains de l'armée. Nous sommes dans le quartier d'Intisar. Notre ennemi, comme vous pouvez le voir, a été vaincu. Nos troupes nettoient la zone, des engins explosifs et des équipements militaires laissés sur place. Les pièges posés par les djihadistes pourraient être extrêmement nombreux et ce déminage permanent prend du temps et ralentit la progression des soldats irakiens. La situation sera encore plus critique lorsque les troupes parviendront à franchir le Tigre pour gagner la partie ouest de la ville où la densité de population est bien plus importante. Après 2 ans passés sous le joug de l'État islamique, les habitants de Mossoul expriment leur soulagement, mais la bataille est encore loin d'être terminée. Face à ce déchaînement de violence et malgré le bonheur d'être libérés, beaucoup de familles font le choix de quitter leur domicile et d'aller trouver refuge dans l'un des camps installés dans la zone contrôlée par Bagdad. Le reportage de Fatma Kizilboa. À la porte de Mossoul, les voilà qui arrivent, drapeau blanc à la main. Des centaines de civils qui fuient l'horreur des combats. Les contrôles sont stricts, les soldats craignent l'infiltration de djihadistes. Les enfants étaient effrayés, l'un d'eux n'a que 5 mois. Notre maison tremblait et nous avons dormi sous les escaliers avant de nous en aller ce matin. Les nouveaux déplacés sont transportés vers des camps installés dans la région du Kurdistan irakien. Leurs premières heures sans Daesh depuis 2 ans. Certains ont encore du mal à y croire.
Mais à quelques mètres de là, le cauchemar continue. La mère de cet homme vient d'être prise pour cible par un sniper. Pourquoi vous pleurez? Retournez dans votre voiture, elle va s'en sortir. Nous allons l'emmener à l'hôpital. Nous étions chez nous, elle a pris un drapeau et ils lui ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus alors que je brandissais un drapeau blanc. Plus loin, à l'intérieur du village, la vie reprend lentement. Mais les soldats restent méfiants vis-à-vis de ceux qu'ils suspectent d'avoir peut-être collaboré avec l'ennemi. Daesh nous a menti, ils nous ont dit quand l'armée arrivera, ils vont vous tuer. C'était un mensonge. J'espère que les personnes coincées à Mossoul n'y croient pas. Ce sont des criminels qui ne mentent qu'à eux-mêmes. Et pour rassurer la population, ceux qui le souhaitent sont autorisés à rester chez eux. L'urgence consiste désormais à pallier la pénurie et faire parvenir l'aide humanitaire. On souhaite qu'ils restent, parce que cela permet de garder la ville animée, et on peut les approcher à tout moment pour leur apporter de l'aide. Leur déplacement ne ferait que les faire souffrir et causer du tort au pays. À mesure de l'avancée des troupes irakiennes dans Mossoul, la menace de crise humanitaire s'accentue. Le défi consiste désormais à éviter le déplacement de centaines de milliers de personnes. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux candidats à l'élection présidentielle du 8 novembre. Donald Trump et Hillary Clinton multiplient les déplacements, particulièrement dans les États clés, les swing states, qui pourraient faire pencher la balance en leur faveur. La prétendante démocrate a fait une apparition sur la scène de Cleveland, aux côtés du couple le plus influent d'Amérique, Beyoncé et Jay-Z. Alors que l'étau se resserre avec Donald Trump, Hillary Clinton compte sur l'appui du monde du showbiz pour grappiller des voix auprès des jeunes. L'Ohio est d'ailleurs l'un des États clés. David Gilbert. Ils forment le couple le plus glamour de l'industrie musicale américaine. Depuis plusieurs années, Jay-Z et Beyoncé se sont engagés dans le combat politique aux côtés du camp démocrate. Vendredi soir, ils étaient donc tout naturellement à Cleveland pour animer le meeting d'Hillary Clinton. Nous devons penser au futur de nos filles, de nos fils, et voter pour quelqu'un qui s'en souciera autant que nous. Et c'est pour cela que je suis avec elle. Si elle ne boude pas son plaisir de s'afficher aux côtés de ses idoles des jeunes, la candidate démocrate avait surtout besoin de leur présence, car il lui faut désormais remobiliser la communauté noire. Les votes anticipés des Afro-Américains, majoritairement démocrates, sont en effet en baisse par rapport à 2012, dans deux États clés pour l'élection, la Floride et la Caroline du Nord. Dans ce dernier, où il serait 7,5% de moins qu'il y a 4 ans à s'être déplacé, on pointe le manque de bureaux de vote. Reste que Clinton ne semble pas forcément y bénéficier de la même popularité que le président sortant. Et c'est donc en Caroline du Nord que Barack Obama a fait le déplacement vendredi pour venir soutenir une nouvelle fois son ex-secrétaire d'État. Comprenez bien les enjeux. Mon nom n'est pas sur le bulletin. Mais tout ce pourquoi nous avons travaillé est sur le bulletin. Le soutien du pouvoir politique en place, mais donc aussi celui des stars de la musique ou du cinéma. Donald Trump, lui, préfère s'en moquer en se posant comme le candidat anti-élite. Et aux Afro-Américains qui hésiteraient, il lance simplement « Qu'avez-vous à perdre ?» Le Colorado est un État clé de l'élection présidentielle américaine et la population donc hispanique de cet État est capable à elle seule de faire changer le vote. Les Latinos sont donc la clé dans le Colorado où Hillary Clinton et Donald Trump sont donc en tête-à-tête selon les derniers sondages. Elle est l'une des deux seules sénatrices hispaniques aux États-Unis et fait campagne pour Hillary Clinton. Une élue démocrate qui tente de mobiliser l'électorat latino, car dans le Colorado, ce sont eux qui vont décider du résultat de l'élection.
Nous, les Latinos, nous sommes une majorité qui ne cesse de grandir. Mais si les gens ne votent pas, ça n'a aucun impact. Mais je pense que cette fois, on aura une forte participation pour s'exprimer contre Donald Trump et sa politique discriminatoire. Dans le Colorado, la population hispanique a augmenté de 50% ces 15 dernières années, jusqu'à représenter un tiers de la population totale. Selon les quartiers, la proportion atteint même 80%. Une forte évolution qui influence le résultat électoral. Historiquement, le Colorado est un État conservateur. Ses électeurs ont toujours voté pour les républicains jusqu'en 2008 où pour la première fois, les Latinos ont fait basculer cet État du côté des démocrates. Barack Obama l'avait alors emporté. Cette fois-ci, Donald Trump pour les républicains aura bien du mal à récupérer cet État. Alors les républicains tentent eux aussi de draguer les électeurs latinos. Petite réunion des supporters de Trump sur le thème de la santé. Sachez que les républicains sont les vrais amis de la communauté hispanique. Une partie qui est encore loin d'être gagnée. C'est une décision difficile à prendre et j'aurais aimé qu'il y ait un troisième candidat. Ce que Trump a dit des latinos m'a beaucoup touché et il aura du mal à se rattraper. En qualifiant les Mexicains de violeurs, Donald Trump ne mesurait sans doute pas les conséquences de ses propos. Les démocrates tentent d'en tirer profit. Sur le terrain, ils disposent d'une base de données qui répertorie les opinions des électeurs. Ils savent exactement où se trouvent ceux qui pourraient donner leur voix à Hillary Clinton. Est-ce que tu veux qu'on trouve une nouvelle cible ? Ok, alors on peut aller au 3680 Michigan Avenue. Alors on a accès à des numéros de téléphone sur lesquels on peut les joindre, leur adresse, qui ils sont, tout ça quoi. C'est vraiment une nouvelle façon de faire campagne. Et ça a commencé avec les élections de 2008. Un travail nécessaire même parmi les sans-papiers, car eux aussi jouent un rôle dans cette élection. Ces gens n'ont peut-être pas de papier, mais ils vivent ici, dans le quartier, et ils vont discuter entre eux et passer le message. Un porte-à-porte synonyme d'investissement sur l'avenir. Les Latinos sont la clé de l'élection dans cet État, où Hillary Clinton et Donald Trump sont donnés à égalité parfaite, selon un dernier sondage. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 43 000 personnes selon la police, 100 000 selon les organisateurs. La manifestation à Séoul pour réclamer la démission de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye est l'une des plus importantes depuis une dizaine d'années, déjà très impopulaire après bientôt 4 ans à la tête de l'État. Elle est soupçonnée d'être sous l'influence d'une conseillère occulte accusée de corruption et de trafic d'influence. Il y a un an, jour pour jour, le Brésil connaissait sa pire catastrophe environnementale. Un barrage cédait sous la pression de tonnes de litres de boue toxique issus de l'extraction minière. 19 personnes avaient été tuées, plusieurs villages engloutis, ainsi que toute la faune et la flore de la région. Un an après, 21 personnes ont été inculpées et plus de 600 personnes vivent toujours dans l'attente d'un nouveau logement. Le nouveau gouvernement grec est entré en fonction ce samedi après un léger remaniement vendredi par le Premier ministre Alexis Tsipras qui espère accélérer les réformes impopulaires exigées par les créanciers. Alors que les bailleurs de fonds du pays le pressent d'accélérer les cessions au privé, eh bien Tsipras a exclu des postes clés des opposants aux privatisations. La dette publique en Grèce doit atteindre cette année 315 milliards d'euros, soit 178,9% du PIB. Le départ du Vendée Globe, c'est ce dimanche depuis les Sables d'Olonne. 29 marins prendront le départ de cette 8e édition de la course du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. 10 nationalités sont représentées avec pour la première fois un Japonais, un Néerlandais, un Néo-Zélandais et un Irlandais au départ. Comme en 2012, ils seront des dizaines de milliers à assister dimanche au départ du Vendée Globe. De savoir que dans quelques heures, ils vont être tout seuls en mer et d'avoir à affronter toutes ces conditions, c'est très impressionnant. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Plus de 46 000 km, 3 caps mythiques, à travers les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Un tour du monde bouclé la première fois par Titouan Lamazou en 1990, après 109 jours de mer. En 2001, Michel Desjoyaux, double vainqueur de l'épreuve, est le premier à passer sous la barre des 100 jours de course. Grâce à la technologie des bateaux et à la préparation des skippers, le Vendée Globe dure de moins en moins longtemps. En 2005, Vincent Rioux l'emporte en 87 jours. En 2013, François Gabart
boucle son tour du monde en 78 jours, soit un mois de moins que la toute première course. 138 marins ont pris le départ de cette course que l'on surnomme l'Everest des mers. Seuls 71 ont franchi la ligne d'arrivée. C'est quoi la part de plaisir alors dans tout ça? Faut la chercher loin. Hein. Ouais, c'est un peu un truc de maso quand même. Le Vendée Globe est une course dangereuse. En 1989, dans les mers du Sud, Loïc Perron sauve Philippe Poupon, dont le bateau est en perdition au prix d'une manœuvre audacieuse. En 1993, Bertrand de Broc se mord la langue jusqu'au sang. Aidé depuis la terre par le médecin de l'épreuve, il se recoue seul à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Thierry Dubois est sauvé par un hélicoptère de la marine australienne, tout comme l'anglais Tony Gullimore, dont le bateau a chaviré. En 1996, le Canadien Jerry Roof disparaît dans des mers agitées. Des épreuves qui font de ce tour du monde une course hors du commun pour les 29 skippers qui prendront le large dimanche midi. Allez, pour fêter dignement les 70 ans de Lucky Luke, les éditions d'Argo publient un nouvel album des aventures du plus célèbre cowboy de l'Ouest. Intitulé La Terre Promise, cette bande dessinée a fait appel au coup de crayon d'HD avec un scénario de Jules. Distribués dans plus de 20 langues, les albums de Lucky Luke se sont donc déjà écoulés à plus de 300 millions d'exemplaires. Loin de son flegme légendaire, voici Lucky Luke démonstratif en route vers la terre promise. Un nouvel album qui embarque le lecteur aux États-Unis avec une famille juive d'Europe centrale, des immigrants dont le voyage se poursuit vers l'ouest. Une expédition semée d'embûches et de clichés. La mère tente de gaver Lucky Luke tandis que la jeune fille prude cherche un mari aisé. On apprend aussi que les Juifs sont au choix des Américains très pessimistes ou des sortes de Français. Au scénario Jules, au dessin HD, le duo fête ainsi les 70 ans du cow-boy solitaire et vous aurez beau chercher, pas une ride pour le cavalier après 117 histoires et 300 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et c'est ainsi que se referme ce journal, le rappel des titres. Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, achève ses consultations parlementaires non contraignantes en vue de former un nouveau gouvernement. L'atmosphère semble positive, se félicite le Hezbollah et on vient de l'apprendre, Saad Hariri vient d'arriver au palais présidentiel pour un entretien avec le président Michel Aoun. L'opération de reconquête de Mossoul est plus compliquée qu'escomptée pour l'armée irakienne qui fait face de son propre aveu à la résistance féroce des combattants du groupe État islamique. Et aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux candidats à l'élection présidentielle du 8 novembre. Hillary Clinton multiplie les déplacements, vous le voyez, à Cleveland. Elle a fait une apparition aux côtés du couple le plus influent d'Amérique, Beyoncé et Jay-Z. Merci de votre attention, très bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt.